Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Hello and welcome to Primetime Bitch! Depuis le lancement de la chaîne, je vous avais promis qu'on allait parler de slasher par ici, et pourtant, aucun boogeyman et quasi aucune scream queen à l'horizon. Alors vite, je vais remédier à ça. Je vous prépare d'ailleurs un dossier sur l'histoire du slasher, mais chut, ce n'est pas pour tout de suite. Et pour vous faire patienter, j'ai décidé de vous parler de l'un de mes slashers méta favoris. Alors bien sûr, c'est pas mon slasher méta favori, je crois que mon slasher méta favori, c'est assez clair, c'est Scream. Mais c'est l'un de mes slashers méta favoris. Et avant de vous parler de ce film, je vais revenir sur le terme de slasher méta. Crappy subdivisions. We don't exist yet. I know for a fact my parents haven't met because I was an unplanned child. Anyone want to help me pick some strawberries? Nope. But I'll give you a hand with those melons. Talking about her boobs. You guys get me, right? Yeah, we do, brother. Kurt is insatiable. Okay, so Mimi's in the woods. That means everything is right on schedule. She hooks up with that hiker, but then she gets killed, right? Yeah, exactly. Everyone who has sex in this movie dies. It's awesome. Bien sûr, dans le dossier sur le slasher, j'aurai l'occasion de revenir encore plus en détail sur ce sous-genre du slasher, lui-même sous-genre de l'horreur. Et oui, c'est pas facile tout ça. Avertissement, cette vidéo peut aussi servir comme jeu à boire parce que je vais répéter 1001 fois le mot slasher, le mot body count et le mot méta. Bon courage! Le slasher méta est donc un dérivé du slasher qui vise à illustrer des protagonistes qui sont conscients des codes du genre, soit un tueur masqué à l'arme blanche qui revient à une date, une période précise, pour se venger ou juste augmenter son body count, et qui s'attaque à une bande de jeunes adolescents à la morale douteuse. Contrairement au slasher basique, ici les protagonistes sont conscients d'être des cibles potentielles, et surtout ils savent qu'ils sont poursuivis par un tueur dès le départ. Outre sa connaissance des règles du genre, le slasher méta c'est un genre qui se part de références, de clins d'œil et qui les énonce de manière explicite durant le long métrage, avec un côté très fanservice pour les spécialistes, mais aussi un aspect plus ludique et un guide pour les néophytes du genre. On aurait d'ailleurs tendance à dire que ce genre est réservé aux fans de slasher, qui connaissent bien leurs classiques, mais selon moi c'est aussi une bonne introduction à l'horreur. Pour les moins connaisseurs, vous avez l'assurance de repartir avec une petite liste de films à voir à la fin du visionnage. Le plus connu et le premier du genre, c'est bien sûr ce chef-d'œuvre qu'est Scream, le film de Wes Craven sorti en 1996 sur les écrans. Avec ce film, Wes Craven opère encore une fois un tour de force, en réalisant un long métrage sur le scénario de Kevin Williamson, et il lance aussi une nouvelle vague de slashers tels que Souviens-toi d'été dernier ou encore Urban Legend. Ici, les personnages de Scream évoluent en symbiose avec les spectateurs, ils représentent le spectateur. Ainsi, ils connaissent les codes, les règles et en jouent pour mieux survivre ou mourir. Et Scream aura son panel de personnages auxquels on pourra aisément s'identifier. Mais Randy se positionne comme le cinéphile ultime, qui sera là tel un guide pour accompagner les spectateurs dans le massacre de Woods Ball. Il ne cessera d'ailleurs de redonner les règles pour ceux qui n'ont pas forcément en tête le cahier des charges du slasher. C'est la ruée sur les films d'épouvante. Tu te libères pour ce soir? Oui, on ferme plus tôt. Couvre-feu oblige. Et je cherche ce film de loup-garou avec celle qui joue la mère dans E.T. Hurlement, derrière vous, à gauche. Ok, merci. Non, ça vraiment, c'est d'un goût douteux. Quoi? Si t'étais suspecté d'avoir commis un double meurtre, tu viendrais parader devant le rayon des films gore? On a eu la preuve qu'il est innocent. Pourquoi ça te gêne de le voir là? T'es naïf ou quoi? Atterri, mec. Il a le regard d'un boucher assoiffé de sang. Oh, mais alors toi, qui est si futé? Explique-nous un peu pourquoi les poulets l'ont lâché. Parce qu'ils y connaissent que dalle en film d'horreur. Billy est en train de nous faire un remake à sa façon. Le bal de l'horreur version Woodsboro. Ah ouais? Pourquoi il voudrait tuer la fille avec qui il est? L'assassin trouve toujours un bon prétexte pour refroidir sa fiancée. Et c'est ça la beauté du geste, la simplicité. Parce que quand ça devient trop compliqué, le public décroche. Et c'est pour cette raison qu'il est autant fait pour les fans hardcore du genre que pour les néophytes.
Scream, c'est une véritable réflexion sur l'horreur, le cinéma et son rapport cathartique avec le spectateur. Et je m'arrêterai là, parce que clairement, je pourrais parler de Scream ou de slasher pendant des heures. Mais je vous garde ça pour le dossier à venir. En attendant, je vous conseille vivement la vidéo de Demoiselle d'horreur sur le personnage de Sidney Prescott. Le film dont je vais vous parler dans cette vidéo rentre totalement dans la catégorie des slashers méta, et aucun doute qu'il s'agit d'un émule du Scream de Wes Craven. Et ce film, c'est Behind the Mask, sorti en 2006 et réalisé par Scott Glosserman. 10 ans après la sortie de Scream, Scott Glosserman s'inclut alors dans la même mouvance. Seulement, s'il fait lui aussi partie des slashers méta, il choisit le prisme du mockumentary, ou du faux documentaire, pour agencer son film. Il s'agit d'ailleurs de la première réalisation de Scott Glosserman, et c'est une réussite. Il réalise un long métrage qui opère un mélange parfait entre le mockumentary, le slasher et le found footage. Dès l'ouverture, Behind the Mask appuie son appartenance au genre du slasher. Il démarre sur une scène pour le moins basique du genre, nous emmenant à travers les yeux du tueur à observer une serveuse seule dans une rue au cœur de la nuit. Jusque-là, Behind the Mask se positionne comme un slasher plutôt conventionnel. Puis, c'est à cet instant qu'il nous prend au dépourvu et ne nous propose plus simplement une vue subjective pour voir à travers les yeux du tueur comme ceux de Michael Myers dans Halloween, mais il nous propose de rentrer dans l'esprit du tueur à travers ses confessions. Et pour ce faire, Scott Glosserman axe son faux documentaire autour du personnage de Leslie Venom et du mythe qui l'accompagne. Comme dans tout bon slasher, Behind the Mask nous sort une légende, la genèse du tueur, soit It was 20 years ago, at this now abandoned farm, where a boy, supposedly possessed by evil, was taken from his home by a frenzied mob and thrown over this waterfall, where he perished. That boy is about to seek revenge over the town that murdered him. Depuis, la ville de Glen Echo semble marquée par ce drame qu'elle tente d'oublier en vain. Et si aujourd'hui l'enfant, lui, est présumé mort, Leslie Venom dit être le dit garçon. Notre joyeuse équipe de reporters, elle va donc suivre Leslie Venom dans sa quête de vengeance et surtout ses ambitions morbides. Il est bel et bien vivant et compte allonger son body count afin de gagner sa place parmi les plus grands tueurs de slasher. Vous avez bien entendu, Leslie Venom a conscience de sa condition de tueur de boogeyman, mais surtout il fait clairement référence aux autres tueurs tels que Freddy Krueger, Michael Myers ou encore Jason Voorhees. Non pas comme des références filmographiques, mais bel et bien comme des êtres vivants qui existent vraiment. Et c'est là que Behind the Mask surprend une fois de plus le spectateur et pousse encore un peu plus le côté méta. Car le film de Scott Glosserman s'agence dans un monde parallèle au nôtre, où les tueurs de slasher ne sont plus des figures de la pop culture, mais de véritables personnes. Plus que des légendes, ils représentent de véritables modèles pour Leslie Venom dans sa quête de body count. Cette existence des tueurs de slasher est appuyée dès l'introduction du faux documentaire, avec la présentation du trio infernal. Jason Voorhees et ses massacres à Crystal Lake, Freddy Krueger et sa rue maudite Salem Street, avec ici un petit clin d'œil puisque celui qui rentre dans la maison de Freddy n'est autre que Kane Hodder qui revêtira le rôle de Jason Voorhees durant 4 films entre 1988 et 2002. Clin d'œil qui est d'autant plus drôle qu'en 2003, Freddy et Jason s'affrontaient enfin jusqu'à la mort dans un long métrage. Et enfin, cette introduction se termine sur un autre tueur mythique, Michael Myers et sa ville maudite d'Adolphe. C'est après cette introduction méta que Behind the Mask s'axe autour du fameux Leslie Venom. L'équipe va le suivre afin de mener un documentaire sur son métier de tueur. Ainsi, un peu à la manière du film C'est arrivé près de chez vous sorti en 1992, l'équipe va être le témoin des agissements d'un psychopathe, d'un psycho-killer. Ben là je viens de terminer de lester le corps, tu vois. C'est-à-dire lester le corps, tu dois le remplir de certaines choses. Parce que tu dois savoir que quand tu immerges un corps dans l'eau, il se gonfle d'air, hein, tu vois. Et alors il a tendance à remonter à la surface. Donc tu es obligé de le lester afin qu'il coule, hein. Donc tu le lestes avec des cailloux, des choses un peu lourdes. Hein. Tu vois, il y a un barème quand tu lestes un corps, c'est-à-dire tu fais 3 fois son poids. Normalement, un homme moyen, comme cette Big Sim, c'est 3 fois son poids. Parce que devenir un boogeyman, un tueur, c'est avant tout un métier dans le monde où évolue Leslie Venom. D'ailleurs, il ne prend pas son boulot à la légère et ce n'est pas de tout repos. Il faut un bon cardio, de la recherche, de bons personnages, un héros ou encore une final girl. Enfin ça, Leslie Venom l'explique bien mieux que moi. You have no idea how much cardio I have to do. It's ridiculous. Why so much? Well, you gotta be able to run like a freaking gazelle without getting winded. Plus, there's that whole thing of making it look like you're walking, and everybody else is running their asses off. Oh, right. And I gotta stay with them. Et c'est là que Behind the Mask innove réellement dans sa construction, car il nous entraîne, du moins dans sa première partie, au cœur de la genèse de ces boogeyman qu'on connaît si bien. Par le biais du documentaire, il nous livre un témoignage sur ce qui précède les slashers tels que nous les connaissons. Le film s'articule comme une sorte de making-of du massacre, un making-of qui nous rendrait presque Leslie Venom le tueur sympathique, un mec lambda quoi.
D'ailleurs, lors de sa première rencontre avec l'équipe du tournage, il fait des vannes, présente ses tortues, Church, nommé d'après le chat de Cimetière 1, et Zoé d'après le chien de Cimetière 2. Et de par ce côté sympathique que Behind the Mask met en scène dans sa première partie, le spectateur aura tendance à prendre ce documentaire à la légère, pour finalement prendre conscience que si le film est bourré de cynisme, Leslie Venom, lui, n'est pas là pour rire, mais bel et bien pour ajouter des victimes à son tableau de chasse, et figurer au panthéon des plus grands psycho-killers de la décennie. Ce qui déstabilise aussi le spectateur face au personnage de Leslie Venom, c'est avant tout qu'il dénote des autres boogeyman, du moins tels qu'on les connaît. Jason ou encore Michael Myers sont des tueurs sans pitié qui ne parlent pas. Ils ne semblent habités que par le besoin, l'envie de tuer, et n'explicitent jamais clairement leurs gestes. Bien souvent, c'est un personnage extérieur comme la figure du docteur Loomis qui tente de déchiffrer leur but. La bête est encore chaude. Il a dû avoir faim. Quand même. Il a pu être saigné par un putois. Vous croyez ça, vous? Jamais un homme ne ferait ça. Il n'a rien d'un homme. Mais Leslie Venom est quant à lui présenté comme un civil, un citoyen parfait au premier abord, qui prend plus des airs de tueur en série type Ted Bundy que de tueur de slasher sans âme. Ainsi, Leslie Venom explicite son but, sa manœuvre et nous déstabilise. Les boogeyman, les croque-mitaines tels qu'on les connaît ne se lient jamais avec le spectateur, sauf exception faite de Freddy Krueger. Leslie Venom existe, il est bien réel, il est conscient, a un but et anticipe son massacre. Pire, il décrit ses futurs meurtres comme s'il s'agissait de son métier et qu'il était simplement en train de faire un témoignage pour le prochain numéro de Vie ma vie ou encore Striptease. Il ne tue pas par instinct, mais prémédite tout comme une pièce de théâtre qui se joue à la seconde près. I made a choice to provide a counterbalance to all those things that we hold good and pure. You chose journalism, okay? Et finalement, l'équipe de reporters prend la place du spectateur avide de réponses, et qui n'arrête pas son enquête, son visionnage malgré ce qui se trame sous ses yeux. Après avoir appuyé sa légende, Leslie Venom nous embarque dans sa demeure familiale, le berceau des massacres, comme Elm Street, Adolphville ou encore Crystal Lake l'ont été. Parce que le lieu, c'est important vous voyez. Il prend à contre-pied tous les éléments phares du slasher et même ceux qui sont parfaitement risibles. Qui ne s'est jamais demandé pourquoi le tueur de slasher ne courait jamais pour attraper ses victimes, ne perdait jamais son souffle, mais arrivait toujours à ses fins? Leslie Venom, lui, saura répondre à vos questions. Ce film est une sorte de FAQ du tueur de slasher, quoi. Et c'est tellement jouissif, hein. Il évoque d'autres règles, et là les scénaristes de slasher feraient bien de prendre des notes, notamment pour ce qui est des personnages. Ainsi, Leslie Venom guide l'équipe dans sa quête de body counts, et le choix de notre joyeuse bande ne doit rien au hasard. C'est le fruit d'une longue recherche pour trouver la fille, la final girl, la clé, mais pas seulement, car les autres rôles doivent eux aussi tenir la route. Bah oui, c'est pas parce qu'on sait qu'on va faire passer ces personnages à la casserole qu'il ne faut pas pour autant en faire de bons persos bien construits. Bon, même si Leslie Venom se laisse quand même quelques jokers avec des persos qui représenteront des proies faciles pour lui, ici des junkies qui courront moins vite selon lui. Mais Leslie Venom ne s'est pas fait tout seul, et il ne tient pas toutes ses règles de nulle part, c'est Eugène, son mentor, qui l'a guidé pour ce jour qu'il a tant attendu. Un mentor qui, selon le scénariste David J. Steve, ne serait autre que Billy, le tueur de Black Christmas, sorti en 1974. Un clin d'œil plutôt fun à ce film considéré comme le premier slasher. Ici encore, Behind the Mask réussit l'exercice et oscille toujours entre l'humour et le macabre en quelque sorte. Il nous dépeint Eugène, un tueur de slasher qui a pris sa retraite et vit peinard dans sa petite cabane au fond de la forêt avec sa femme comme si de rien n'était. Et de par sa figure de sage, de maître Yoda du slasher, Eugène devient le meilleur prétexte pour questionner l'évolution du slasher et faire quelques critiques au passage. Il évoque qu'il a connu son âge d'or dans les années 70 et que c'était la quantité qui primait et pas de préméditer tout à l'avance comme le font les nouveaux tueurs. Il critique les slashers uniques, les flops qui ont en quelque sorte terni l'image du genre. Mais aussi et surtout, il évoque le but ultime de son job, la culture de la peur. Ces figures, ces légendes, ces monstres ne sont que la matérialisation des peurs primitives chez leurs victimes comme chez le spectateur. Ils sont là pour équilibrer la balance entre le bien et le mal, car le bien ne peut pas se passer du mal. Comme son prédécesseur Scream, le long métrage de Scott Glosserman propose lui aussi une réflexion non plus sur le cinéma d'horreur, mais sur ces monstres légendaires. Et Eugène ne sera pas la seule figure majeure à prendre place dans ce guide du slasher. Zelda Rubinstein revêtira quant à elle le rôle de la conteuse, celle qui donnera les clés de l'histoire à la Final Girl, la même Zelda Rubinstein qui jouera dans Poltergeist ou encore le très bon mais moins connu Angoisse de Bigaluna. Et le dernier mais non des moindres, le héros, celui qui se met en travers du chemin du tueur, ici un personnage clairement inspiré du docteur Loomis d'Halloween, le bienfaiteur qui tente d'arrêter par tous les moyens le mal que représente Leslie Venom. Il représente, comme le dit si bien Leslie, tout ce qui est bien,
c'est Robert Englund qui lâchera ses griffes le temps d'un film, histoire de passer du côté du bien contre Leslie Venom. Ainsi, Behind the Mask se part de tous les personnages, les symboles propres aux slashers pour mieux les appuyer et ainsi asseoir sa place parmi les slashers méta. Du côté de la mise en scène, Behind the Mask alterne entre le found footage et les plans bien plus conventionnels. Une alternance de plans comme pour marquer le passage entre le making-of du massacre de Leslie Venom, où finalement l'équipe comme le spectateur flotte dans une sorte de légèreté. Durant l'intégralité du documentaire du found footage, les spectateurs se sentent à l'abri et suivent le tueur comme un guide spirituel. Puis soudain, les plans classiques prennent le dessus et nous plongent dans le film d'horreur, le massacre de Leslie, où personne n'est à l'abri. Contrairement à Scream, qui était une mise en abîme par sa réflexion et ses codes, ici Behind the Mask inclut le spectateur grâce à l'équipe de reporters. Comme pour le spectateur, ils sont face à un choix, continuer ou pas le visionnage pour les spectateurs, et de filmer les actes de Leslie pour l'équipe. Petit à petit, à la manière de C'est arrivé près de chez vous, il testera l'équipe et lui fera perdre peu à peu son innocence. D'ailleurs, Leslie leur propose de partir à plusieurs reprises. Ils ont donc le choix entre cautionner ses actes et continuer de filmer ou s'en aller, même si finalement, ils n'ont jamais vraiment eu le choix, ce n'est qu'une illusion. Et durant la première partie du long métrage, cette équipe ne semble pas prendre pleinement conscience de la situation, elle en veut toujours plus, demande toujours plus d'explications, de pistes sur le quotidien de Leslie, qui lui illustrera les codifications même les plus poussées comme le placard, ce lieu sacré pour le tueur, qui selon lui représente l'utérus. Tout en évoquant les autres lieux majeurs tels que la cabane à outils, le verger, etc. Encore une fois, Scott Glosserman se joue des codes et de leur définition à travers ses personnages. Il ira jusqu'à clairement définir le coming of age, le passage initiatique de la Final Girl, son passage obligé dans la souffrance pour opérer une sorte de renaissance afin d'avoir le pouvoir de venir à bout du tueur, un rôle qu'elle sera la seule à pouvoir jouer. Du rôle du gentil gendre, Leslie Venom passe alors à celui de théoricien sur la symbolique du slasher, le ventre maternel que représente le placard, l'aspect phallique de l'arme de la Final Girl, etc. Et aucun doute que ses créateurs ont dû se faire plaisir sur ce coup-là. De même que l'explication du cache-cache des cadavres pour ne pas affoler les autres victimes vous remettra forcément quelques scènes mythiques en tête. Leslie Venom voit son massacre comme un jeu d'échecs, où il a déjà prévu tous les coups d'avance, et tout n'est que fatalité pour ses futures victimes. Et là où Behind the Mask prend toute sa dimension comique, c'est quand notre guide ultime, Leslie Venom, explicite encore une fois tous les éléments qui nous paraissent ridicules lors d'un slasher. Ici, la coupure de courant, les lampes qui ne marchent pas, les victimes qui s'enfuient, les cadavres qui s'entassent, en toute impunité, ne sont que des éléments, des miettes de pain que Leslie Venom prépare avant son passage. Une fois le making-of et la préparation de Leslie Venom accomplis, la seconde partie plus conventionnelle peut prendre le dessus. Dans cette seconde partie, le véritable slasher rentre en jeu, jusque dans sa mise en scène, et il n'est plus question de théorie mais de pratique. Durant la phase de transition entre les deux parties du film, il y a un véritable échange entre Taylor et Leslie, où il tente en quelque sorte de la former au futur massacre, de lui donner des pistes pour mieux préparer la seconde partie. Et c'est aussi dans cette transition qu'on retrouve tout l'aspect ludique du slasher qui vise à rentrer dans l'action pour mieux l'anticiper. Ainsi, à la manière d'un jeu d'énigmes, le spectateur avance en symbiose avec le personnage, quand ils sont bien construits et qu'on a de l'empathie pour eux bien sûr. Mais aussi et surtout de deviner l'identité du tueur dans les slashers de la seconde vague, où il est moins question de croque-mitaine mais plus de tueurs masqués qui pourraient bien être l'un de vos proches. Les tueurs comme Ghostface représentent plus un symbole qu'autre chose, puisqu'ils ne sont jamais incarnés par la même personne. Ainsi, Behind the Mask s'articule réellement en deux parties. Une partie vraiment axée sur le documentaire, une sorte de mini-formation pour les néophytes du genre, mais aussi une partie pleine de cynisme pour les férus de slasher, et une seconde bien plus conventionnelle, le massacre en lui-même, le véritable slasher. Cette seconde partie prend quant à elle des airs de jeu de société où chacun des protagonistes tente d'anticiper les coups du tueur. Malheureusement, comme dans tout bon slasher, le tueur a toujours un coup d'avance sur ses victimes, même Jason qui n'est pourtant pas très malin. Et finalement, si Behind the Mask semble être une petite comédie légère, il prend une toute autre dimension. Tout comme son prédécesseur Scream, il réussit à prendre du recul sur le genre et à pondre une véritable réflexion sur celui-ci. Quand Scream questionnait l'impact de l'horreur sur ses spectateurs, Behind the Mask met en lumière la nécessité de ces figures comme une réelle présence cathartique, afin d'évacuer nos démons. Il réussit lui aussi à s'emparer du slasher pour en faire quelque chose d'autre, un hommage rempli de clins d'œil, où les tueurs ne sont finalement que des matérialisations de nos propres peurs. Behind the Mask ne réinvente pas le genre, mais il surprend pour notre plus grand plaisir. C'est une lettre d'amour au cinéma de genre et au slasher, un film fait par des mordus d'horreur, pour des mordus d'horreur, et ça se sent. Et comme dans la majorité des longs métrages du genre, Behind the Mask se clôt sur une fin ouverte. Pendant des années, les rumeurs concernant une suite étaient dans les tuyaux. D'ailleurs, j'attendais beaucoup de cette suite qui n'est jamais venue.
On dit souvent que les slashers contemporains manquent de croque-mitaine marquants, et aucun doute qu'il y avait matière avec Leslie Venom et son masque. En 2012, le projet d'une suite a refait surface sous la forme d'un crowdfunding, mais malheureusement il n'a pas abouti. Par la suite, les rumeurs concernant cette suite n'ont cessé de revenir, mais sans véritable concrétisation. Aujourd'hui, le seul projet qui a vu le jour autour de l'univers de Leslie Venom, c'est une série de comics, 6 au total, et ce n'est pas la première fois qu'un slasher s'étend au médium du comics. Vendredi 13 ou Nightmare on Elm Street ont connu la même évolution. J'ai eu la chance de questionner le réalisateur Scott Wasserman sur la possibilité d'une suite, mais il semblerait que les aventures de Leslie Venom sur grand écran ne soient définitivement plus d'actualité. Enfin, je croise toujours les doigts, on a le droit de rêver. En attendant, je vous encourage fortement à découvrir ce slasher méconnu, qui n'a toujours pas d'édition Blu-ray en France, mais il existe une édition Blu-ray chez Scream Factory. Enfin, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné envie de découvrir le film, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Psycho killer.